Bonsoir. Nous allons aborder ce soir l'exhaustivité de l'exercice. L'exhaustivité de l'exercice comptable, c'est tout simplement la notion selon laquelle nous ne devons prendre en compte que les éléments qui ont attrait à l'exercice que nous sommes en train de clôturer. Donc on a premier jour, dernier jour. Nous devons enregistrer les événements qui ont lieu pendant la période de l'exercice. Et seulement ces événements-là et tous les événements. C'est ce qui fait qu'on appelle ça l'exhaustivité. L'exercice doit être exhaustif. C'est qu'il doit y avoir l'intégralité des choses qui ont eu lieu pendant l'exercice, donc il ne doit pas en manquer. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Alors, comment fait-on pour qu'il y ait à la fois tous les événements qui ont eu lieu pendant l'exercice, en fait, dont pas vraiment qui ait eu lieu, mais dont l'élément déclenchant est au sein de l'exercice. C'est-à-dire que même si on a un événement sur l'exercice, mais dont l'impact financier et sur les achats aura lieu plus tard, eh bien on va considérer que ça concerne cet exercice-là, parce que le fait déclencheur a lieu pendant l'exercice. Et en même temps, il faut qu'on s'assure qu'il n'y en ait pas trop, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont enregistrées sur l'exercice, mais qui concernent l'exercice suivant, ou alors celui d'avant. D'accord ? Bon, si c'est celui d'avant et que ça n'a pas été enregistré avant, mais tant pis, il va falloir l'enregistrer. Voilà, un petit peu la nuance. Imaginons un événement qui a commencé ici, mais l'événement déclencheur, il est là. Donc, deux cas de figure. Soit il a déjà été, on n'a pas anticipé, il a été enregistré là, auquel cas, on ne peut rien faire, sinon on fait un doublon. Mais ça veut dire qu'on n'a pas bien travaillé l'année précédente. Donc, normalement, l'année précédente, ils ont mis cet événement, ils l'ont neutralisé, ils l'ont enlevé sur les événements de l'année précédente pour qu'on puisse ici venir l'ajouter. Et de la même manière, s'il y a eu un événement ici dont les effets vont avoir lieu ici, eh bien on va faire le contraire. On va faire ici, on va l'enregistrer, on va faire une provision, on va l'enregistrer de manière virtuelle. Et ici, on va venir l'enlever. Et comme ça, on aura recentré au niveau de la chronologie les événements. Il peut y avoir des événements qui ont eu lieu ici, mais dont l'impact se mesurera dans 2 ans. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. On peut le faire. On va prendre un cas concret, ce sera plus simple. Nous avons contracté un abonnement pour une revue. On signe le contrat et on paye la facture ici. Mais l'abonnement commence ici. La facture, elle va être enregistrée, bien évidemment. Elle date de cet exercice-là, donc là, il va y avoir l'enregistrement. Eh bien, on va passer une écriture. Une écriture de charge constatée d'avance. Tout simplement, on va la passer en l'envers. La facture d'abonnement, on l'avait mise en 618 au débit. Ça, c'est au moment de l'enregistrement de l'achat. Et bien sûr, l'écriture de régularisation, on va venir mettre notre 618 au crédit. Et la contrepartie va être un compte à régulariser sur achat. Donc, vous voyez ici que sur notre écriture-là, on solde. Là, c'est soldé. Ça, c'est soldé, ça. Et quand on va clôturer, les charges et produits vont disparaître puisqu'on tire le résultat avec. Donc, on remet tout à zéro. Mais par contre, va rester le 486. Et ce 486, on va le retrouver ici. Donc, en début d'année, là, au moment des écritures des à nouveau, on va faire ce qu'on appelle une extourne. Dans cette extourne, on va prendre notre dernière écriture, celle-ci,
Et hop, on va la repasser à l'envers, on va l'extourner, on va la retourner, extourner. On va à nouveau réimputer notre 618 au débit. On va créditer le 486 et là, le tour est joué. Alors bien évidemment, j'ai oublié tout à l'heure de marquer au débit. Là, ça vous parlera mieux. Mon 486 est soldé et ma charge est imputée sur le bon exercice. Voilà un petit peu le type de manipulation qu'on va faire pour travailler à l'exhaustivité de l'exercice. Là, maintenant, dans quel sens on peut parler d'exhaustivité de l'exercice? Avec les événements post-clôture. Il y a un événement qui a lieu ici, mais on ne s'en rend pas compte. Ça peut être, c'est pas qu'on ne s'en rend pas compte, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il va avoir une incidence. Ça peut être un licenciement, ça peut être le tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre une année. Et puis, on se rend compte à l'exercice suivant, post-clôture, c'est-à-dire que c'est après la clôture. On ne savait pas. Donc, du coup, on n'a pas anticipé, on n'a pas pu enregistrer là. Quand c'est comme ça, on ne peut plus. Alors, on ne peut plus. En théorie, c'est clôturé. On a fini. On n'en parle plus. Hop, 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 c'est plié. On a tout publié. On a envoyé aux impôts, machin. On ne peut pas y revenir. Une entreprise qui clôture au 31 décembre, elle a jusqu'au 30 avril pour ressortir son bilan. Enfin, je parle des sociétés. Les entreprises individuelles, elles ont un peu plus de temps. Mais du coup, si on a connaissance de l'événement, c'est-à-dire qu'on a eu le tremblement de terre en novembre ou en octobre, et une fissure se fait dans le mur, et le mur commence à s'écrouler, mois de juin, on sait bien que ça vient du tremblement de terre, mais on n'a rien prévu au niveau financier. À ce moment-là, on a deux alternatives. Ou c'est suffisamment important pour refaire le bilan, et là, on fait un erratum, on fait un bilan correctif, on peut. Un compte de résultat, on fait des états financiers correctifs, parce que c'est suffisamment grave pour qu'on puisse revenir en arrière. C'est très compliqué, il n'y a pas beaucoup qui le font. Soit on change l'annexe. Dans les états financiers, je vous ai dit, on a le compte de résultat, on a le bilan et on a l'annexe. Et toutes les entreprises doivent la faire, l'annexe. D'accord? C'est ce qu'on appelle le rapport de la gérance. Eh bien, dans l'annexe, on va y stipuler qu'il y a eu un événement pendant l'exercice et qu'il y a des conséquences qui se sont manifestées post-clôture et qui pourraient avoir tel et tel impact sur la trésorerie, sur même la pérennité de l'entreprise. C'est une manière d'informer le lecteur que les chiffres ne sont pas forcément parlants parce qu'il y a telle et telle chose. Donc ça, c'est pour les événements post-clôture. Mais sinon, si l'impact se mesure ici et qu'on est dans le délai, qu'on n'a pas fini de clôturer, à ce moment-là, on va pouvoir dire, OK, je fais une provision. Que faut-il pour que cette provision soit déductible des impôts? Alors, en provision, au niveau comptable, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, avec toute proportion gardée, bien sûr. Mais, sensiblement, on peut faire les provisions pour risques qui nous intéressent. Par contre, au niveau fiscal, pour que la provision soit déductible, il faut qu'elle soit avérée, vérifiable et quantifiable. S'il n'y a pas les trois, eh bien ce n'est pas déductible. Là, par exemple, on a vu la fissure, le mur s'est écroulé, il va falloir mettre des tirants, refaire la toiture, on fait faire un devis, il y en a pour 25 000 € et on s'en tient au bon compte. Bon, eh bien ici, on va pouvoir faire une provision de 25 000 €. Pourquoi? Parce que le risque est avéré. L'événement a eu lieu là, le tremblement de terre, la fissure, elle est là,
Donc c'est avéré. Vérifiable, c'est vérifiable aussi. Quantifiable, on a un devis. Donc on peut passer la provision. Il y a des provisions que les comptables font parce que c'est un petit peu obligatoire. Lorsqu'on a des salariés, on est censé faire une provision pour la retraite. Alors moi, je l'aime bien celle-là aussi, parce que c'est un bel exemple. La provision retraite, c'est-à-dire que les salariés, ils sont là. Là, pendant toute la durée, il y a les salariés. Donc, pendant qu'ils ont travaillé, ils ont acquis des droits à la retraite. Ils ont acquis des droits pour leur prime, alors c'est des droits à la retraite pour leur indemnité de départ à la retraite. Donc, normalement, cette indemnité de départ à la retraite est due au salarié, mais seulement elle n'est due que si le salarié part à la retraite quand il est chez nous. Qui nous dira quand il va partir à la retraite? Et s'il va partir à la retraite, est-ce qu'il sera encore chez nous? Alors, la problématique, elle est là. Alors, oui, c'est avéré. C'est avéré puisque le salarié est là. Oui, c'est quantifiable. On s'appuie sur ses montants, sur ses salaires. Donc, c'est quantifiable. On peut très bien calculer son indemnité de départ à la retraite. Sauf que si le salarié il a 25 ans, ce qui n'est pas vérifiable, c'est qu'il parte à la retraite quand il est chez nous. Donc, on passe cette provision, mais elle n'est pas déductible. Donc, il faudra la réintégrer pour le calcul du résultat fiscal. Il y aura d'autres visios pour le calcul du résultat pour les réintégrations fiscales. Je pense que j'ai bien schématisé la situation des événements, entre l'interaction entre la date de l'événement et son impact sur la trésorerie et l'enregistrement de la charge en comptabilité. Maintenant, en bref, comment se nomment les écritures liées à tout ceci? On l'a vu tout à l'heure, les charges constatées d'avance. Dans le même goût, c'est quand la facture intervient ici et que l'événement est là. Dans l'autre sens, on va avoir l'événement qui est ici et la facture qui va arriver là. Si ce sont des achats ou des dépenses, on va les enregistrer dans des factures non parvenues. Et si ce sont des ventes, eh bien, ce sera des factures à émettre. On peut aussi parler de charges à payer. Les charges à payer, ça va être par exemple les cotisations sociales des salariés. Pour le dernier mois de salaire, on a constaté qu'on devait payer des charges, mais ces charges, on va les payer que le 15 du mois suivant, puisqu'on va les déclarer le 15 du mois suivant. Donc, elles ne seront pas en comptabilité. Eh bien, on va les comptabiliser à l'avance en charges à payer. Eh bien, dans le même lieu, on a les produits à recevoir. Ça va être les subventions. L'État, le département, la région nous promet une subvention. On a l'accord de la subvention, mais ce n'est pas concrétisé parce qu'on n'a pas encore acquis le bien qui est concerné par cette subvention et on n'a pas non plus eu la mise en pratique de cette subvention. Donc, on va l'enregistrer en produit à recevoir. Enfin, on va l'enregistrer en produit à recevoir si on a reçu le bien. Oui, ça va être lié aussi à l'achat du bien. Ce qu'on va avoir en produit à recevoir, par exemple, bien pour notre histoire de toiture, on a l'événement qui a eu lieu, la facture de l'intervenant qui va avoir lieu, on en a pour 25 000 euros, et l'assurance nous dit, puis on vous rembourse 20 000 euros. Et bien, ces 20 000 euros vont aussi être marqués en produit à recevoir parce qu'ils sont liés à l'événement. Voilà, donc je ne vous mets pas les comptes parce que ce n'est pas l'objet de la visioconférence. Je réponds à vos questions, n'hésitez pas à me poser vos questions et à me demander conseil, je vous répondrai. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt, au revoir.